C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Bras. Bonjour, c'est un paradoxe qu'il est urgent de résoudre. D'un côté, il y a les sondages qui démontrent que les 2/3 des Européens s'inquiètent des conséquences de la dégradation de l'environnement et qu'ils attendent des politiques publiques fortes. De l'autre, il y a des décideurs politiques qui piétinent et même reculent face aux décisions structurantes à prendre pour réellement installer la transition écologique. Pourtant, l'Observatoire Copernicus vient d'annoncer que le mois de juin a été le plus chaud jamais enregistré en Europe de l'Ouest, jusqu'à 46 degrés en Espagne et au Portugal. L'Europe brûle avec des feux de forêt précoces amplifiés par une sécheresse inédite. Et les scientifiques alertent sur l'ampleur des polluants éternels dans notre alimentation. J'arrête là la liste. Gouverner, c'est prévoir, et ne rien prévoir, c'est courir à sa perte, disait Émile de Girardin, d'autant que nous connaissons le mode d'emploi de la transition écologique, comme vont vous le démontrer nos invités. C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI. Bonjour Mathieu Ozano. Bonjour. Vous êtes le directeur du Shift Project que je vous laisse nous présenter en quelques mots. C'est un groupe de réflexion qui tâche de produire une boîte à outils pour essayer de réussir ici et maintenant à se passer de pétrole, de gaz et de charbon. Donc sur plein de secteurs d'activité, sur les transports, l'agriculture, l'industrie, et puis très loin de ce à quoi on pense spontanément quand on pense aux enjeux climatiques, on a travaillé sur la santé. Qu'est-ce que c'est un système de santé qui se passe de pétrole ? Est-ce que c'est juste des ambulances électriques ? Quand on passe plus de 5 minutes sur le sujet, on s'aperçoit que c'est un peu plus compliqué. Un peu plus subtil. Pas forcément plus compliqué, mais un peu plus subtil que ça. C'est ça qu'on fait dans l'association Shift Project que je dirige. Donc on produit des rapports, pas tout seul, et puis derrière on essaye de les faire valoir auprès des décideurs politiques, économiques, et puis des gens. Tout simplement. Vous avez une armée de shifters. Une armée, je sais pas, on a un groupe, on a une association, oui, aujourd'hui, ils sont plusieurs dizaines de milliers, qui nous appuient à la fois sur la partie recherche et puis beaucoup sur la partie, là, il y a les campagnes municipales qui va démarrer l'an prochain, tous ces bénévoles, justement, ils vont aller toquer à la porte des mairies en disant, regardez, pour les transports, pour un certain nombre d'activités économiques, il y a plein de solutions, à condition d'être cohérent et audacieux, et d'avoir les yeux grands ouverts. Bonjour Théodore Tallant. Bonjour. Vous êtes chercheur et enseignant en sciences politiques à Sciences Po Paris. Alors vos travaux portent sur la perception des Français de la transition écologique et qui, contrairement à ce que l'on entend, notamment de la part de certains partis politiques, n'est pas si mauvaise que cela. Effectivement, on a une petite musique dans le débat public français et européen qui ferait des citoyens un récepteur de colère. En réalité, moi, j'étudie beaucoup les études d'opinion, donc les sondages, et je passe du temps sur le terrain où je rencontre des citoyens qui vivent dans des zones rurales, périurbaines, et on parle d'écologie. Et on se rend compte que s'il y a il n'y a pas un soutien enthousiaste, mais il y a un soutien conditionnel d'une grande partie de la population, si tant est que les politiques soient justes et acceptables. Lucas Verlès est avec nous aussi, bonjour. Bonjour. Vous êtes en duplex avec nous depuis Chambéry, dans le sud-est de la France, grâce aux équipes de Ici Savoie, que je remercie au passage. Vous êtes architecte urbaniste de formation et vous avez créé l'Institut international d'impédimentologie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce nouveau mot ? Oui, alors donc l'I3 est un think tank qui s'intéresse principalement au phénomène d'empêchement, au processus de transition, et en fait c'est un pendant associatif d'un livre qui s'intitule Manuel d'un monde en transition, qui est postfacé par Arthur Keller et qui est apparu le 10 janvier dernier. Donc, en fait, l'impédimentologie, c'est quoi ? C'est un champ disciplinaire qu'on essaie de mettre sur pied et qui s'intéresse principalement aux obstacles, au processus de transition. Donc, dans le livre, on en recense 101 qui sont de nature diverse. Et c'est censé aider les phénomènes de transition, fluidifier la conduite du changement pour débloquer ce qui peut empêcher au niveau neuropsychologique, mais aussi politique. On va en parler, je pense, aujourd'hui. Alors vous dites sans un obstacle, mais il y a aussi sans une piste d'action. C'est ce qui fait que c'est aussi très intéressant. Alors l'un des
éléments, je ne sais pas si vous serez d'accord avec ça, mais qui participent sans doute à l'inertie, c'est la difficulté peut-être de définir cette transition écologique. Mathieu Ozano, vous le disiez, pour le Shift Project, le sujet numéro 1, c'est la décarbonation de l'économie. C'est pas le seul sujet, mais disons que nous, on s'est créé, notre objet, c'est de pousser à la roue de la sortie des énergies fossiles. C'est loin d'être le seul sujet. On pense que c'est un sujet central pour une raison qui tient au fait, qui est toute bête, qui tient au fait que l'énergie, c'est un peu comme le sang qui circule dans un organisme qui s'appelle la société. Donc, à partir du moment où vous voulez changer ce système sanguin, et c'est ça dont on parle quand on se dit qu'on va se passer de pétrole, de gaz et de charbon pour utiliser autre chose, par construction, comme aiment bien dire les ingénieurs, vous êtes obligé d'altérer, de modifier tous les organes vitaux et le corps en lui-même. Et donc, c'est pas la seule dimension, mais on pense que c'est une dimension centrale, cardinale. Et on n'a pas le choix, en Europe notamment, depuis le déclin de l'exploitation du pétrole en mer du Nord. Et puis la France aussi est un pays qui n'est pas autonome du tout dans le domaine de l'énergie. Donc, ouais, il faut expliquer ça. Il y a une espèce de justice immanente. C'est peut-être la leçon de l'écologie. C'est qu'à partir du moment où tu considères les conditions techniques qui nous permettent de faire société, on se rend compte, comme on sait depuis 1972 et l'apparition du rapport du Club de Rome sur les limites à la croissance, que ces limites existent et on est en train de les découvrir. En fait, ce qui est nouveau dans l'histoire, c'est qu'on est en train de rentrer, on est rentré depuis quelque temps dans une expérience humaine qui est proche de plein de limites. Et pour l'Europe, il y a une limite qui est très claire, qui fait qu'aujourd'hui l'industrie européenne est en récession, c'est qu'on a ignoré une limite qui est le tarissement de notre grande source d'énergie en Europe occidentale qu'on a toujours, mais qui est en voie d'épuisement, qui s'appelle la mer du Nord. Le simple fait qu'on ait ignoré ce déclin de la mer du Nord, en particulier pour le gaz naturel, ça nous a précipité dans la main de Poutine, et toute l'industrie européenne est en train d'en payer les conséquences. C'est ça, avoir les yeux grands ouverts. En fait, il y a aujourd'hui, en Europe, une convergence entre, on parle beaucoup de souveraineté, de reconstruire une souveraineté. En fait, si on veut être souverain, c'est tout bête. Il faut compter sur nos propres ressources, à commencer par nos propres ressources énergétiques. Et si on met de côté le charbon, des sources énergétiques en Europe, on a le nucléaire, le soleil, le vent et quelques autres trucs. Mais c'est essentiellement ça. Donc, sortir des énergies fossiles et reconquérir une forme de souveraineté pour l'Europe, il se trouve que, justice immanente, c'est la même chose. Alors Lucas Verhels, vous avez publié, vous le disiez, ce manuel d'un monde en transition. Alors vous mettez un S à transition. Comment est-ce que vous définiriez ces transitions ? Oui, alors nous, il y a effectivement une chose qui nous frappe à l'I3. C'est vraiment le caractère assez indéfini de cette transition qu'on est censé opérer. Une indéfinition en cela qu'on n'a jamais vraiment fait l'effort de nous mettre collectivement d'accord sur ce vers quoi nous voudrions aller. Concrètement, quel est le but ultime de cette grande transition ? Alors nous, on le définit peut-être très maladroitement comme la volonté de tendre vers une ère du respect des limites de notre planète. Donc il y a déjà une indéfinition sur le quoi, il n'y a pas de consensus général, ou alors il n'est pas verbalisé, et par ailleurs, on ne s'est pas non plus mis collectivement d'accord sur comment est-ce qu'on arrive à atteindre cet objectif. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de sous-transitions que nous devons identifier de la manière la plus exhaustive et la plus fine possible. Et, lesquelles, par exemple, pour que ce soit un peu concret pour les auditeurs ? Alors, vous parliez de transition écologique en début d'intervention, effectivement, mais la transition écologique, c'est souvent dévoyé, on y met un peu de tout et n'importe quoi, c'est un petit peu un pot pourri, mais il faut juste rappeler que la transition écologique s'intéresse d'abord à la lutte contre l'érosion de la biodiversité. C'est pas forcément les ENR, par exemple, qui, eux, relèvent plutôt de la transition énergétique, qui est tout à fait, tout autant nécessaire. Et puis, on a aussi la transition des mobilités. On doit réfléchir à notre manière de produire notre nourriture différemment. Ça, c'est la transition agroalimentaire. De revoir notre rapport à l'eau. Ça va être la transition hydrique. Et puis, il y a une foultitude d'autres sous-transitions, comme par exemple la transition du maritime, la transition touristique, je pense notamment aux loisirs de moyenne montagne, la transition du numérique, la transition vestimentaire, la transition de notre rapport à l'économie, etc. etc. Donc toute notre société est concernée.
C'est tout notre système sociétal, pour ne pas dire civilisationnel, qui doit transitionner. Encore faudrait-il qu'on se mette d'accord sur ce vers quoi on souhaite aller et comment est-ce qu'on y arrive. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'y a pas aujourd'hui, malheureusement, de consensus sur ces deux grandes problématiques. Théodore Tallant, quand vous allez à la rencontre des citoyens dans vos enquêtes, comment est-ce que vous parlez de la transition écologique ? C'est toujours une grande question, parce que est-ce que la transition écologique, c'est un objet en tant que tel, où je pourrais demander aux gens qu'est-ce que pensez de la transition écologique, ou est-ce que la transition écologique, c'est jamais rien qu'un ensemble de politiques publiques qui répondent à différents problèmes dont on a parlé. Souvent, quand je parle aux citoyens et que je leur dis qu'est-ce que vous pensez de la transition écologique ou de ce qui est fait pour la question écologique, c'est vrai que parfois, les gens n'ont pas forcément identifié extrêmement qu'est-ce qui relève de la transition écologique ou pas de la transition écologique, parce qu'ils pensent souvent à leur quotidien. Et donc, quand ils pensent à la mobilité, certes, ils pensent à l'écologie, mais ils pensent aussi à tout un autre tas de sujets. Et donc, du coup, ce que j'essaie plutôt de faire, c'est de dire, OK, prenons des politiques publiques très concrètes. Et je viens souvent avec une fiche et je leur dis, voilà, une quinzaine de politiques publiques qui pourraient être mises en place. Obliger la rénovation énergétique des bâtiments d'ici, toutes les rénovations énergétiques des bâtiments d'ici 20 ans. Mettre en place une taxe carbone, développer les énergies renouvelables, mettre en place des zones à faible émission. Et du coup, à partir de ce moment-là, on peut engager une discussion et on se rend compte qu'en fait, la transition écologique, si c'est un objectif en tant que tel, dire on va atteindre un monde où on vit dans les limites planétaires. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est bien de parler des limites planétaires, parce que je pense que c'est ce qui est l'objectif à la fin. Comment on fait pour vivre dans les limites de ce que la planète peut nous offrir? La question à la fin, c'est du coup de parler des contraintes qui sont mises en place par certaines politiques écologiques, qui du coup posent plutôt la question de la transformation des modes de consommation et de production plutôt que de la transition. Les gens n'ont pas forcément toujours l'impression qu'on va progressivement transitionner. Ils ont la sensation qu'en fait on leur demande de complètement transformer la façon dont ils se déplacent, dont ils mangent, dont ils se logent, dont ils se chauffent. Et c'est de ça dont on parle. Alors il y a des sujets qui démontrent que la transition écologique est une urgence pour le climat, mais aussi pour la justice sociale. Par exemple, en France, 12 millions de Français vivent dans des passoires énergétiques, c'est-à-dire des logements mal isolés. Ils sont victimes de ce que l'on appelle la précarité énergétique. Le réseau Ecohabitat accompagne les familles qui sont dans cette situation. Clémentine Métainier est allée les rencontrer dans l'Oise, à une trentaine de kilomètres au nord de Paris, où le directeur Franck Billot l'attendait. La définition la plus simple, c'est une famille en précarité énergétique consacre 8% de ses ressources pour payer des factures d'énergie. La difficulté, c'est qu'il y a des gens qui renoncent même à se chauffer, justement, pour pouvoir payer la scolarité de leurs enfants ou mettre les enfants à la cantine. Donc quand on parle de précarité énergétique, c'est certes des maisons qu'on a du mal à chauffer ou qui demandent beaucoup en fait d'argent pour les chauffer, mais c'est aussi pour un certain nombre d'habitants des logements qui sont très dégradés, indignes, et dans lesquels les gens en fait vivent des situations en fait d'insalubrité. Bonjour Clarisse, merci de nous recevoir chez vous. De rien. Donc vous êtes dans cette maison depuis combien de temps? 10 ou 11 ans. Avant d'avoir des enfants alors? Oui, avant mon aîné. D'accord. Et donc vos enfants, ils ont quel âge aujourd'hui? Alors 9, 4 et 2 ans. Quand vous êtes arrivé ici, comment vous nous décririez effectivement cette maison? Quand on dit c'est une passoire énergétique, est-ce que vous en aviez conscience déjà? Oui, plutôt, parce qu'on avait à peu près 300 € d'électricité par mois, plus aux alentours de 60 € de fuel par semaine l'hiver. Parce que les radiateurs ne suffisaient pas à chauffer la maison. Et que même comme ça, on atteignait des températures de 20 à 20 degrés quand tout tournait à fond. Le matin, si la fuel était vide et qu'il s'était éteint, on avait 14, 15. On était à se demander chaque jour comment choisir entre ce qu'on allait manger et s'il faisait froid. Il m'est arrivé le matin de dire à mon fils, mets ton manteau dans la maison. Parce qu'il avait froid pour déjeuner avant d'aller à l'école. Vous pouvez nous montrer dans la maison, par exemple, l'endroit, la pièce, Christian, vous qui vous a effaré, et puis vous, Clarisse, dans laquelle c'était impossible de vivre. La pièce, c'est simple, c'était la chambre. La chambre où il y avait de l'humidité partout. Et là, c'était vraiment affreux et je me suis posé quand même beaucoup de questions. Et ça, je pensais, quand je rentrais chez moi, je dis, comment ils peuvent faire pour pouvoir dormir dans cette pièce qui était vraiment infecte par le fait. L'isolation des logements, c'est un sujet politiquement gagnant qui crée des emplois, change la vie des gens, limite les émissions de gaz à effet de serre, fait baisser la facture. Alors, pourquoi ça n'avance pas, voire ça recule même, puisque les aides sont jusqu'à nouvel ordre suspendues, Mathieu Ozano? Non, on peut pas dire, en France en tout cas, on peut pas dire que ça recule. Ça a mis beaucoup de temps à démarrer, beaucoup de temps à aligner les acteurs économiques. Aujourd'hui, en fait, les gens dans le bâtiment, il y a beaucoup d'intérêt pour que ça se fasse, et lorsqu'on trouve les bons mécanismes, notamment pour les logements sociaux, faire des rénovations groupées, en Ile-de-France, dans pas mal de banlieues,
ça avance. On peut dire que ça avance pas assez vite. On peut dire qu'il y a du stop and go. Oui, les aides sont suspendues Oui, mais parce qu'il y a un embouteillage de on dossiers. peut s'attarder là-dessus, mais il y a aussi une part qui est due au succès de ce dispositif, où en fait il y a plein de demandes, et dans ces très nombreuses demandes, il y a des filous qui essaient de profiter du truc. Mais on voit très bien que c'est l'une des proies faciles, si j'ose dire, pour réussir la transition, de s'attaquer au coût de ce coût que ça représente de se loger dans une passoire thermique, ou d'être obligé de faire beaucoup de kilomètres dans une grosse bagnole. Tout ça, il y a plein de situations dans lesquelles, en fait, à condition d'être cohérent et audacieux, il y a plein d'issues heureuses. Mais cette condition, c'est là que pour moi, il y a un large consensus, y compris dans la population, pour se dire, oui, peu ou prou, on peut se déplacer autrement, on peut envisager, à condition que ça se fasse dans l'ordre, on peut envisager d'avoir une réduction de sa facture d'énergie, ou de se déplacer un peu différemment et de passer peut-être moins de temps dans les embouteillages. Tout le truc, c'est d'arriver collectivement à structurer une méthode. Ça s'appelle une politique industrielle. C'est une notion qui est un peu désuète. On parlait beaucoup de politique industrielle après la Seconde Guerre mondiale en France. Lorsqu'il n'y avait plus un seul pont entre Le Havre et Paris, tout le monde se mettait d'accord pour dire il faut reconstruire des ponts. Bon, là, on a pas mal procrastiné, mais il y a plein de domaines sur lesquels ça avance. Mais ça suppose un rôle constant, cohérent de la part des pouvoirs publics, qui ont pas mal tergiversé sur le sujet, mais je dirais pas pour autant qu'on recule. Théodore Tallant, c'est vraiment un sujet important, cette lutte contre la précarité énergétique. Ça peut être presque un emblème de la transition écologique. Moi, je suis un grand fan de ce sujet, parce que je trouve qu'il résume à lui-même toutes les difficultés et les opportunités de la transition écologique. Quand je rencontre des citoyens sur le terrain en zone rurale ou périurbaine qui vivent soit dans des logements mal isolés, parce que c'est des appartements des 70, soit dans des maisons qui sont moyennement isolées mais qui sont très grandes et qui coûtent très cher à chauffer, et souvent il y a toujours l'idée de se dire qu'on serait très heureux de rénover sa maison et de changer de mode de production d'énergie, mais que il y a pas toujours les aides qui sont suffisantes, parce que quoi qu'on dise sur MaPrimeRénov', en fait en France les aides elles sont très importantes pour les premiers déciles, mais rapidement, il va falloir avoir un sacré gros complément de dépenses à apporter. Et quand j'en rencontre des gens qui me disent j'ai fait une demande par MaPrimeRénov' et ça aurait été 50 000 € de rénovation et MaPrimeRénov' me donnait 8 000 €, en fait, je peux pas rénover ma maison, du coup, ils disent on abandonne. Et en fait, ce côté de on abandonne, c'est un petit peu là, pour moi, l'emblème de ce qui est un peu l'acte manqué la transition écologique. On a des gens qui sont en demande et qui, parce qu'ils n'ont pas forcément les revenus nécessaires, parce qu'ils n'ont pas forcément les aides suffisantes, ou parce qu'ils ont essayé et il y a eu des ouvriers qui n'ont pas vraiment fait le travail tel qu'il aurait dû être fait et qui du coup ont mal isolé, et du coup ils se sont retrouvés avec tout ça, les citoyens ils se sont un petit peu désengagés. Et quand on voit qu'il y a probablement des raisons objectives de pourquoi on a arrêté MaPrimeRénov' à court terme, parce qu'il y avait soi-disant des gens qui trichaient, il y a beaucoup de gens qui disent aussi qu'il y a probablement des raisons budgétaires. C'est vrai que dans une période de contrainte budgétaire, on a envie de baisser la facture. Donc l'État va dire on va mettre un peu moins d'argent là-dessus. Mais en fait, ce qui est dur, c'est que tant qu'on n'a pas ce débat de société de se dire comment on répond aux problèmes concrets des Français qui sont là avec la transition écologique, ça veut dire de l'argent. Et ça veut dire qu'il y a de l'argent qu'il faut trouver, là où on refuse de le trouver, et potentiellement de l'argent qu'il faut aussi réallouer de certaines enveloppes à d'autres. Et je pense que sur cette question MaPrimeRénov', ça peut être le succès, ça peut être l'emblème de l'écologie comme politique sociale. Moi, je dis souvent que l'écologie doit devenir la nouvelle politique sociale. Je pense que la rénovation des bâtiments, c'est ça, c'est l'emblème de ce que ça peut devenir. Mathieu Zano. En fait, si on ne sait pas comment s'y prendre, on ne voit plus pourquoi. C'est tout le truc, tout le dilemme est là. Et moi, j'ai un peu des cheveux blancs. Quand j'étais gamin, il y avait un truc qui s'appelait les Shadocks. Moi, j'aimais bien les Shadocks, pour ceux qui s'en rappellent. Un dessin animé. Donc, c'était des personnages absurdes et ils pompaient. Ils ne savaient jamais pourquoi ils pompaient, mais ils pompaient. Il y a un dessin que j'ai retrouvé, que j'adore. C'est une devise des Shadocks qui dit « S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème ». Et en fait, on est confronté à ça. C'est-à-dire que confusément, on comprend bien qu'on est confronté à une tragédie historique qui convient de dépasser, dont il faut collectivement triompher, sinon on va tous couler ensemble. Mais comme on ne voit pas encore clairement, en tout cas une partie de la classe politique, on se rend compte qu'elle ne voit pas clairement comment s'y prendre, elle voit juste que ça va lui coûter des sous. Et voilà, après la Seconde Guerre mondiale, on ne se posait pas cette question-là, parce que c'était évident qu'il fallait reconstruire. Aujourd'hui, c'est un peu, vous savez, la grenouille qu'on est bouillante et qui ne sent pas qu'elle est bouillantée. Confusément, elle sent qu'elle a un petit souci, mais comme on ne voit pas bien, parce qu'on n'est pas assez sérieux et cohérent, comment s'y prendre,
du coup, on oublie pourquoi. Et du coup, on fait un refus d'obstacle. Mais c'est pas une fatalité. Lucas Verhelst. Oui, alors je souscris effectivement à ce qui est dit. Je pense qu'il y a d'un côté des politiques publiques à mettre en place et probablement qu'il y a peut-être des reculs sur certains sujets ou en tout cas il manque des outils. Et puis de l'autre côté, en face, il y a les vrais gens et ces vrais gens, ils sont soumis à ce que nous on appelle dans notre jargon l'obstacle du brouillard transitionnel. Donc, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'incertitudes sur passablement de sujets. Et sur les passoires énergétiques, c'est exactement ça. Donc les gens se lancent dans des chantiers importants, il y a des arnaques, les gens ne savent pas forcément vers quoi aller, et puis ça crée du désarroi, ça crée de la démobilisation. Ça crée un certain désenchantement et finalement les gens qui avaient une vraie appétence pour ce sujet-là se retournent et ça devient quelque part des ennemis. Ça peut devenir des ennemis de la transition énergétique. Donc il est nécessaire, en même temps qu'on met des politiques publiques en place, d'accompagner les particuliers pour réaliser cet énorme chantier. Et oui, il existe de nombreuses pistes pour accélérer cette transition écologique en France et en Europe. Nous en parlons dans un instant avec nos invités. Mais voici Alani, Summer Meadows sur RFI. It's like summer in the meadows, everything's so green with life. All the flowers smell like sunshine, hearts only can shine bright. I haven't seen a gray cloud in the sky for what feels like a million days. Oh, it's summer in the meadows, I hope like this it stays. See the summer out my window, I must go out to play. I'll walk slowly with no shadow, the sun is high today. All of the birds sing along as they fly high into the rays. I'll join to sing this sweet song in delight. We're all happy today. Oh, hey, oh, but up, hey, oh, hey, oh, but up, summer's pretty mellow, no stress may come my way. I feel like sunflower yellow, so don't bring darkness my way. The sun shines all the way through the night, endless summer days. Come join the happy people who don't know when it's late. It's like summer in the meadows, everything's so green with life. All the flowers smell like sunshine, hearts only can shine bright. I haven't seen a gray cloud in the sky for what feels like a million days. Oh, summer meadows forever shine bright. I hope she always stays. C'était Summer Meadows de Alani, un titre que vous pouvez retrouver comme beaucoup d'autres dans la playlist de RFI, disponible sur toutes les plateformes. RFI. C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI. Des questions, des témoignages, des idées ? Écrivez-nous à c'estpasduvent@rfi.fr. Et nous parlons du décalage entre les attentes des citoyens et les décisions des responsables politiques par rapport à la transition écologique. Alors cette semaine, nous en avons eu un bel exemple avec la loi Duplon sur l'agriculture votée à l'Assemblée nationale. Cette loi, qui porte le nom du sénateur Laurent Duplon, a pour objectif, je cite, de simplifier le quotidien des agriculteurs, mais elle remet en cause 20 ans d'acquis écologistes. Alors je vous propose d'écouter l'argument en faveur de la loi défendu par la ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, Annie Genevard. Il y a quelques mois, les campagnes françaises ont rappelé ce que feignaient d'oublier certains, que nourrir un pays n'a rien d'une évidence. En 4 ans,
10% d'exploitation en moins. C'est la souveraineté alimentaire de la France, son indépendance qui sont menacées. C'est pourquoi ce texte, initié par les sénateurs Duplon et Menonville, que je remercie à nouveau ici, vise à lever les contraintes excessives au métier d'agriculteur. C'est le chemin de la reconquête de notre souveraineté alimentaire que nous empruntons. Demain, les agriculteurs disposeront d'un accès plus large au conseil pour piloter leurs exploitations, sans brader nos objectifs de réduction des produits phytosanitaires et sans rien renier sur les exigences de prévention contre les conflits d'intérêts. Demain, la gestion de l'eau, bien commun aussi vital que fragile, sera simplifiée pour permettre à l'agriculture de prendre toute sa place dans la transition écologique sans en être la victime collatérale. Demain, certains produits autorisés ailleurs en Europe pourront l'être en France à titre dérogatoire pour les seules filières en impasse économiquement menacées. Nos agriculteurs ne demandent pas de passe-droit, mais l'équité. Ils ne veulent plus subir des distorsions de concurrence issues de surtranspositions nationales injustifiées. Demain, les projets d'élevage, de bâtiments d'élevage seront allégés des lourdeurs administratives. La souveraineté alimentaire ne se décrète pas, mais qu'elle se bâtit. Et que la République, lorsqu'il s'agit de ses paysans, sait tenir parole. Je vous remercie. Alors, les écologistes ont une vision bien différente de cette loi, comme l'a exposé la députée des Deux-Sèvres, Delphine Batho. On retiendra que c'est au lendemain d'une canicule rouge et au moment même où nos pompiers combattent les flammes, où des habitantes et des habitants sont confinés à Marseille et à Narbonne pour échapper aux incendies, que l'Assemblée nationale se prononce sur la proposition de loi Duplon du nom du sénateur qui considère que le réchauffement climatique, ouvrez les guillemets, apporte plus d'avantages que d'inconvénients. Voilà qui résume l'obscurantisme de ce texte. Cette loi poison n'est pas juste un recul environnemental, un de plus parmi d'autres. C'est le feu vert donné à la déconstruction écologique. Retour du poison des néonicotinoïdes qui tuent les pollinisateurs et intoxiquent les bébés dans le ventre de leur mère. Interdiction d'interdire les pesticides dangereux qui provoquent épidémies de cancer et maladies liées aux pesticides mutagènes, reprotoxiques, perturbateurs endocriniens ou PFAS. Ferme-usine avec leur cortège de risques sanitaires et d'algues vertes. Maladaptation au changement climatique pour la ressource en eau. C'est un texte rétrograde qui s'attaque tout azimut à l'édifice des règles édictées pour protéger la salubrité publique et la biodiversité. Voilà pourquoi j'ai parlé de Trumpisme à la française. Comme Trump qui sort de l'accord de Paris, vous voulez sortir de la charte de l'environnement de Jacques Chirac. Sous la pression de l'extrême droite, désormais, les faits ne sont plus les faits, la science n'est plus la science. Les données et les alertes des scientifiques, des médecins, des sociétés savantes sont balayées du revers de la main. Un temps de parole exact entre les deux intervenantes pour répondre à la question de Mathieu Onzano. En tout cas, nous sommes là d'un pas en avant vers la transition écologique. Pourtant, les décideurs politiques savent lire, écrire. Ils ont des conseillers. Alors, comment expliquer cette inertie, voire ces reculs ? Vous faites des enquêtes auprès des décideurs politiques, Théodore Tallant ? Non, mais c'est un des grands projets que j'aimerais mener sur les années à venir. C'est essayer de comprendre pourquoi les décideurs politiques s'engagent dans tel type de politique. On a vu l'extrême droite instrumentaliser la question écologique depuis 2 ans ou 3 ans en France et en Europe, mais finalement c'est pas surprenant. On sait que ce sont des partis qui ont pour objectif de conflictualiser à peu près n'importe quel enjeu, en espérant récupérer d'éventuels mécontents ou de personnes qui savent pas trop quoi penser, qu'ils auraient, en balançant des fake news à toute la longueur de journée, espéré récupérer une partie de l'électorat. Mais ce qui est d'autant plus étonnant, c'est de voir des partis, ce qu'on appelle en sciences politiques des partis mainstream, c'est-à-dire des partis modérés, traditionnels, ça peut être la droite conservatrice, le centre libéral, s'aligner aussi directement avec ces propagateurs de mensonges. Et ça, c'est quelque chose qu'on a du mal à expliquer, parce qu'on sait que c'est pas nouveau, c'était le cas sur d'autres sujets, et maintenant c'est le cas sur l'écologie, mais on voit du coup ces décideurs politiques de droite et du centre s'aligner avec ceux qui sont censés combattre, et on a la preuve
en sciences sociales que ce type de comportement ne fait qu'une chose, légitimer les narratifs de l'extrême droite et accélérer encore plus la chute des partis traditionnels. Donc en fait, une des grandes questions, j'en parlais avec une chercheuse d'Oxford, c'était de dire, si jamais les personnalités politiques ne veulent pas l'intérêt de la nation, on peut le comprendre, elles sont là pour elles, peut-être que c'est juste, tant pis, il faut accepter qu'elles sont mal intentionnées, mais qu'elles ne veulent même pas leur intérêt à elles-mêmes, ça c'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre. Et donc malheureusement, je pense que toutes ces personnes qui ont soutenu une loi qui est très majoritairement peu en lien avec les préoccupations des citoyens, je pense que ces personnalités politiques-là, on n'a qu'à espérer, mais normalement, devraient subir un backlash électoral et se faire dégager aux prochaines élections parce que c'est participer à la propagation des mensonges alignés avec l'extrême droite. Ça, c'est ce que vous souhaitez. On verra si l'avenir vous J'ai donne des raison. espoirs quand même d'après les études de sciences sociales. Lucas Verhels, vous avez travaillé avec une vingtaine de chercheurs pendant 18 mois pour identifier 101 obstacles et 101 pistes d'action pour mettre en place la transition écologique. Alors, nous n'allons pas avoir le temps, évidemment, de tous les évoquer. Mais par exemple, quelles sont les pistes pour l'agriculture ? Oui, alors effectivement, déjà il faut faire un distinguo peut-être. Il y a deux niveaux d'information qu'il ne faut pas mélanger. Il y a des pistes d'énonciation de force de changement, et l'agroécologie, par exemple, en est une, les ENR en sont une, la low-tech en est une. Voilà, tout à fait. Et ça, c'est le rôle des transitionneurs, qui sont en fait des prescripteurs de solutions, de les énoncer. Et heureusement qu'ils sont là. Et puis, il y a des pistes d'une autre nature dont on parle beaucoup moins, qui sont non pas des pistes de solutions, mais des pistes de traitement de ce qui empêche la mise en œuvre de ces mêmes solutions, et qui est plutôt là le cœur de notre sujet. Si on prend l'exemple de la transition agroalimentaire, à l'I3, on a fait un travail assez académique. On a fait un scan de ce qui empêche la transition de nos modes de production alimentaire. On en a recensé une trentaine d'obstacles. Au niveau des agriculteurs, au niveau des filières et à un niveau plus macro, à un niveau sociétal. Par exemple, chez les agriculteurs, il y a souvent le phénomène de ce qu'on appelle de pression par les pairs, à savoir que certains agriculteurs sont passablement très sensibles au regard parfois critique que d'autres agriculteurs, que des confrères agriculteurs pourraient porter sur leurs pratiques lorsque ces pratiques se caractérisent, par exemple, par un champ qui ne serait pas parfaitement net, avec plusieurs cultures sur une même parcelle, donc une parcelle moins propre, entre guillemets, que si elle avait été développée en agriculture intensive. Et à ce moment-là, la prise en compte de cette pression par les pairs peut devenir un inhibiteur de changement. Alors, on est clairement dans ce qui relève du facteur humain, on est dans des biais sociologiques, on est dans du non palpable, et pourtant, je vous assure que c'est bloquant. Et là, des pistes, non pas de solution, mais de démantèlement de cet obstacle-là, si je prends cet exemple de pression par les pairs, il y en a plusieurs qui sont pertinentes pour changer les comportements. Et c'est ensuite du cas par cas. Il y a par exemple l'expérimentation sur un temps limité avec un retour en arrière possible. C'est-à-dire qu'on va proposer à un agriculteur qui travaillerait en monoculture intensive d'expérimenter sur une toute petite partie de sa parcelle un autre modèle. Par exemple, je dis n'importe quoi, en alternant de la bourrache et de la luzerne, en utilisant moins de pesticides et davantage les services écosystémiques. Et au bout d'une année, on fait le point, on dresse un bilan de la situation et on voit s'il n'y aurait pas un intérêt à étendre ce changement de comportement à une plus grande échelle. La démonstration par l'exemple. Exactement, c'est ça. Donc l'expérimentation avec retour en arrière possible, il faut quand même laisser cette possibilité-là sur un temps limité. C'est une piste de désamorçage, mais il y en a d'autres sur cet exemple-là. Il y a ce qu'on appelle le nudge, qui est en fait une compilation de mesures incitatives. Il y a le travail sur les récits, il y a la recherche d'atteinte d'une certaine masse critique dans un territoire donné, il y a la réinformation des agriculteurs, l'écoféminisme, etc. Mathieu Ozano, je vous vois vous agiter. J'agite, moi. Oui. Non, c'est tout ça à une échelle individuelle ou locale, c'est évidemment utile, mais c'est les règles du jeu qui sont, à mon avis, essentielles. On a mené une consultation avec le Shift auprès de 8000 agricultrices et agriculteurs. Et si je vous la fais courte, plus de 80% disaient on est absolument prêt à faire notre part et avancer vers des évolutions dans nos modes de culture, à condition de pouvoir vivre décemment avec ça. C'est-à-dire à condition qu'il y ait une mise à jour du modèle économique. Ce qui est terrible dans la situation de l'agriculture aujourd'hui, c'est qu'elle arrive en butée. En France, la France,
J'apprends qu'on a un problème de souveraineté agricole en France. La France est un grand pays exportateur de denrées agricoles. Le problème, c'est qu'il y a une précarité économique chez beaucoup d'agriculteurs. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui passent la main et il n'y a personne derrière. Et ça dit que le modèle économique qu'il y a derrière doit être puissamment mis à jour si on veut espérer évoluer vers des pratiques qui préservent la souveraineté alimentaire d'un pays comme la France, mais aussi qui permettent qu'on vive, c'est ce que Delphine Batho disait, qu'on ne soit pas malade de son métier parce qu'on a répandu des pesticides. Bon, quand on va sur le terrain, les agriculteurs, la plupart, ils ne sont pas du tout comme projet de bousiller la planète ou de bousiller leur environnement. C'est simplement que je reviens à mon histoire de Shadok. Si au niveau national, on n'a pas l'idée qu'il faut faire cette mise à jour, on s'enfonce dans le marécage, quoi. Et c'est ça qui est en train de se passer. Mais Théodore Tallant, vous avez publié un article pour la Fondation Jean Jaurès dans lequel vous présentez 12 propositions pour construire une transition désirable. Et en fait, vous dites, pour toutes les mesures, il y a ce défi de l'acceptabilité. C'est quand même ça le gros frein. On l'a vu avec les Gilets jaunes, où les choses avaient été mal présentées. Cette taxe carbone qui était perçue comme une contrainte financière mal sans contrepartie. Voilà, c'était mal conçu. Et mal conçu et donc mal accepté. Cet enjeu de l'acceptabilité est fondamental. Mais il est central et il explique pourquoi on a du mal à accélérer la cadence. De nombreux décideurs publics, moi je rencontre souvent dans mon rôle de chercheur, je pense qu'une partie fondamentale de notre travail, c'est aussi de travailler avec la sphère publique, donc je rencontre des personnalités politiques de différents bords. Et souvent ils me disent, en fait, on a peur que telle ou telle régulation, elle passe pas le seuil de soutien populaire nécessaire pour pas avoir ce qu'on pourrait du coup appeler un backlash dans la société. Et donc c'est vrai que l'acceptabilité c'est fondamental, mais ce qui est intéressant avec la question de l'acceptabilité, c'est qu'il y a des conditions d'acceptabilité. C'est pas qu'on est pour ou contre. Parfois les sondages ils simplifient un peu la question en disant est-ce que vous êtes pour ou contre la taxe carbone. Et là on dit mais quelle surprise, on a une majorité de gens qui sont contre, parce que c'est pas la taxe carbone en tant que telle qu'il faut faire. La taxe carbone c'est juste un outil. Comment on fait la taxe carbone ? Est-ce qu'on met en place des mécanismes de compensation comme l'avait fait l'État de British Columbia au Canada ? On renvoie aux gens des chèques pour pouvoir compenser le coût de la taxe carbone, et du coup si on baisse la consommation d'essence ou d'énergie de chauffage, on gagne de l'argent. Est-ce que quand on met en place une zone à faible émission, on met juste en place une zone à faible émission, on s'arrête là ? Ou est-ce qu'on met en place des bus métropolitains, on développe des RER métropolitains, on fait du covoiturage, on fait de l'autopartage, on met en place beaucoup d'argent pour subventionner le véhicule électrique, on met en place un parc de leasing social. Mais dans des pays qui sont endettés. Et c'est ça la grande question. Moi, je ne travaille pas sur les questions budgétaires, mais ce que je pose comme question, c'est que si jamais on veut être honnête sur cette question-là, sur la question de transition écologique, il faut qu'on ait un débat sur les questions budgétaires. Donc, on est contraint financièrement. Il faut quand même se rappeler qu'on est d'accord en tant que société que de mettre de l'argent dans certains sujets. On est quand même un fort budget de l'État. Ça ne veut pas dire qu'il faut se désengager de certains sujets. Ça veut juste se dire, est-ce qu'on considère qu'en tant que politique sociale, c'est important que les gens puissent se loger ? Oui. Et se chauffer sans dépenser trop d'argent ? Oui. Est-ce qu'on pense que les gens doivent pouvoir accéder à leur travail en voiture sans dépenser trop d'argent ? On pense que oui. Et du coup, dans ce cas-là, ça devient une priorité quasiment économique, de dignité. Et je pense qu'on devrait être capable en tant que société d'apporter des réponses à cette question-là. Lucas Verhelst. Oui, donc pour rebondir sur ce que disait Mathieu, effectivement, il y a plusieurs niveaux d'obstacles. Il y a un niveau individuel qui existe, et peut-être que l'exemple que je prenais n'était pas le plus significatif. Et en face, il y a effectivement nos grandes règles du jeu sociétal qui sont particulièrement prégnantes. Et à travers ces obstacles-là, on retrouve le clientélisme de certains élus sur les questions agricoles. On a de l'électoralisme, on a le dogme de la croissance, on a le capitalisme. Tout ça, ce sont des grandes règles du jeu sur lesquelles il faut pouvoir agir. C'est juste qu'on n'a pas forcément les outils pratiques pour pouvoir infléchir ces grands paradigmes. Donc je pense qu'il faut agir un petit peu à tous les niveaux du système sociétal, et tout ce qui est bon à prendre permet d'avancer. C'est pas du vent sur RFI. Pour nous écrire, c'est pas du vent@rfi.fr. Nous parlons du décalage entre les attentes des citoyens et les décisions des responsables politiques par rapport à la transition écologique. Alors, il y a déjà eu beaucoup d'initiatives. Je pense par exemple à la Convention citoyenne pour le climat qui avait réuni quand même en 2019 150 citoyens, qui avait élaboré des mesures pour permettre justement d'atteindre une baisse d'au moins 40% des émissions de gaz à effet de serre françaises d'ici 2030. Dans un souci de justice sociale, aucune ou presque de ces mesures n'a été reprise. Il faut donc développer de nouvelles stratégies
stratégies, mais lesquelles? Alors Mathieu Ozano, le 13 mai, avec le Shift Project, vous avez lancé une campagne de financement participatif pour décarboner la France, qui a reçu un large soutien. Plus de 35 000 personnes ont déjà participé. Vous avez recueilli plus de 4,5 millions d'euros. Waouh, c'est quand même un soutien très important qui vous engage désormais. Et l'objectif, c'est donc de produire des propositions dans la perspective de l'élection présidentielle de 2027. Ouais, c'est répondre à la question comment, et puis revenir sur la question pourquoi. C'est résoudre le paradoxe des Shadocks dont je parlais tout à l'heure. Je pense qu'on est de plus en plus à confusément ou tout à fait clairement comprendre que le système économique tel qu'il est organisé nous amène vers la catastrophe. On le voit avec le climat, on le voit avec un certain nombre d'impasses de secteurs économiques qui sont liés d'une part aux effets du réchauffement climatique et d'autre part à la dépendance de l'Europe aux importations de pétrole et de gaz. Mais donc, concrètement, qu'est-ce que vous allez faire de cet argent d'ici, je sais pas, si vous allez publier un rapport, sortir un livre? On va bosser, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est essentiellement la classe politique aujourd'hui, elle est comme une poule devant un couteau. Précisément, elle ne sait pas comment faire, parce que les gens ont pas assez bossé. Quand je disais tout à l'heure que réussir la transition bas carbone, ça consiste non seulement à faire une opération à cœur ouvert de notre société, mais en même temps de changer tout le système sanguin et par construction de modifier la manière dont est organisée la santé, l'agriculture. C'est un changement historique total, c'est un défi historique. Donc vous allez faire des groupes de travail thématiques? C'est ça, on tâche de proposer un chemin secteur par secteur sur l'agriculture, justement, notamment, puis l'alimentation, l'agro-industrie, entre les deux, sur le bâtiment, le transport, voilà. Tous ces organes vitaux qui ont besoin d'évoluer pour apprendre à se passer de pétrole, de gaz et de charbon, on dit il serait indispensable de passer par tel et tel jalon, sinon... après nous le déluge, on n'y arrivera pas. On veut outiller les décideurs, et en particulier les décideurs politiques, avec des solutions pratiques pour construire les politiques industrielles, les politiques d'évolution dans les modes de consommation, qui effectivement, dans bien des cas, vont permettre, pas toujours, mais dans bien des cas, vont permettre aux gens qui vont bénéficier d'économiser de l'argent à terme et de vivre mieux. Et tout ça, c'est très documenté. En fait, au Shift, on travaille pas tout seul. En fait, on fait de la synthèse. Quelque part, on regarde, il y a plein d'acteurs économiques aujourd'hui. Le Shift, c'est une association d'entreprises dont les membres financeurs, il n'y en a pas que des membres financeurs, mais sont des entreprises. Il y a plein de gens qui sont tout à fait au clair sur ce qu'on peut faire maintenant, à condition d'avoir une évolution de certaines règles du jeu. Alors quand est-ce qu'on aura les résultats de ce travail? On en a déjà beaucoup. En fait, ce que je disais, c'est qu'on n'invente pas le... Oui, mais là, j'ai vu qu'il y a un élan, j'imagine nous, qu'il y a un notre objectif. campagne, en fait, on reprend la copie qu'on avait proposée en 2022, lors des précédentes élections présidentielles. On peaufine. Et puis surtout, on explique les éléments de structuration économique. Vous voyez, typiquement, si on veut vraiment arriver à être stable dans l'effort, constant dans l'effort pour faire de la rénovation thermique des bâtiments, il y a un certain nombre d'avantages, de mises à jour dont doivent bénéficier les professionnels du bâtiment. Et un certain nombre de contraintes aussi, d'obligations qu'on doit leur donner. Mais ça suppose de poser un cadre de jeu. Nous, on va proposer des éléments indispensables dans ce cadre de jeu, et puis on espère que les responsables politiques de ce pays, ceux qui se disent pas « après nous le déluge », vont effectivement prendre ces recommandations et puis s'en servir. On développe juste une boîte à outils et on espère que les gens vont s'en servir pour faire les travaux, quoi. Théodore Tallant, vous parlez de l'exemplarité des élites et vous dites que c'est important d'avoir des politiques symboliques. Oui, ça c'est un travail de recherche que je suis en train de mener j'ai fini de mener avec 2 collègues de mon laboratoire, qui sont aussi des jeunes chercheurs. Et l'idée en fait de cette question de recherche, c'était de se dire, en fait on sait que, j'ai commencé à le dire avant, les politiques écologiques ont un coût pour les gens, et du coup il faut nécessairement compenser ce coût. Et ça, je dis pas le contraire, je vois bien sur les données quantitatives que par exemple, moins on vit à proximité d'une gare, plus on est opposé à la transition écologique. Plus on est dépendant de l'essence pour sa voiture ou du gaz pour son chauffage, plus on est opposé à la transition écologique. Et donc du coup, ça veut dire qu'il faut nécessairement compenser ce coût matériel qu'on va mettre en place quand on va mettre en place des régulations environnementales. Mais quand j'ai fait mes analyses de terrain et j'ai rencontré les gens, je me suis dit, mais en fait, les gens, quand ils s'opposent à la transition écologique, ils s'opposent aussi pour des raisons qui sont plus générales.
de l'ordre du contrat social, de qui fait quoi dans la société, qui a la responsabilité, à qui on demande de faire quoi. Et une des raisons qui peut expliquer l'opposition, c'est que c'est les personnes qui mettent en place la régulation s'imposent pas à elles-mêmes ce qu'elles demandent de mettre en place dans la population. Et du Par exemple, les ministres qui prennent l'avion. Voilà, typiquement, sans en nommer, un Premier ministre qui va faire un conseil municipal dans les Pyrénées en jet privé, c'est compliqué pour des citoyens qui, eux, galèrent au quotidien, ont des budgets hyper contraints et à qui on dit vous pourrez plus aller dans la métropole ou vous allez devoir payer plus cher votre essence. C'est compliqué. Quand on a un ministre j'ai eu cet échange avec un jeune en Lorraine, qui travaille dans le bâtiment, et qui me dit, moi, je veux bien faire telle ou telle contrainte, mais bon, Gabriel Attal, qui va en Bretagne pour ouvrir une école et puis qui revient en jet privé, c'est l'équivalent des émissions de ce que je fais en 6 mois. Donc on peut comprendre qu'après, ça crée du ressentiment. Et du coup, l'idée de ces politiques symboliques, c'est de se dire, il faut mettre en place des politiques contraignantes, potentiellement réduire la vitesse sur l'autoroute, mettre en place la taxe carbone avec des mécanismes de compensation, mais il faut aussi en même temps faire ce que j'appelle les politiques symboliques, c'est-à-dire des politiques qui renvoient un message, qui est de dire, en fait, nous aussi, on va mettre la main à la pâte, les personnalités politiques, elles vont être exemplaires, les élites économiques, elles vont aussi devoir être exemplaires, c'est-à-dire... Fini les yachts, fini les jets privés. Les jets privés, et je dis ça aux auditeurs, c'est très important, je dis pas ça de manière idéologique, je dis ça de manière scientifique, qui est que si on veut faire la transition écologique, il faut donc mettre en place des politiques structurantes, systémiques dans la société. Et pour que les gens soient d'accord, il faut que tout le monde fasse un effort. Et donc ça veut dire que les jets privés, les yachts, les déplacements des ministres ou des députés, il va falloir qu'à un moment on se pose la question de comment on fait société. Et c'est pour ça qu'au début de l'émission, je parlais de soutien conditionnel. Ça prouve que les gens peuvent être en soutien à condition de mettre en place ces politiques potentiellement symboliques. Alors nous pourrions faire évidemment 4 heures d'émission sur ce sujet, mais Lucas Verhels, votre Institut international d'impédimentologie a mis au point une méthode et vous êtes de plus en plus contacté par des entreprises et aussi des collectifs pour justement apprendre à surmonter les obstacles, parce que vous avez mis au point aussi une fresque de l'obstacle. Oui, tout à fait. Alors, ce qui a été dit est vrai. Travailler sur nos instances de gouvernance, soit en incitant les candidats à une élection à infléchir, à modifier leur programme dans le sens de l'introduction d'objectifs de transition, soit en formant les élus, soit en travaillant sur l'exemplarité des élus. C'est évidemment primordial. C'est ce que nous, en impédimentologie, qui est cette pensée de l'obstacle, nous appelons des expédients politiques. Expédio en latin, ça veut dire sortir le pied, se dégager d'une contrainte. Mais en même temps qu'on fait ça, il faut aussi se rappeler que ces comportements d'hommes et de femmes politiques qui ne vont pas dans le sens des transitions initiées, sont aussi le fruit de mécanismes sous-jacents de nature, soit neuropsychologique, soit sociologique, et qu'il peut ne pas être inutile de travailler un peu le terrain, c'est-à-dire de travailler former sur les décideurs politiques, leur apprendre Exactement. à penser contre eux-mêmes. Apprendre à penser contre eux-mêmes, contre leurs présupposés, contre leurs schémas mentaux et sociaux. Ça a l'air un peu abstrait quand je le dis comme ça, mais pourtant, même si c'est invisible, c'est quand même particulièrement prégnant. Et là, les actions, et vous le disiez, c'est ce qu'on fait avec les collectivités locales ou des organisations diverses. Les actions peuvent encore une fois être très nombreuses. Il existe des méthodes de débiaisement relativement à nos biais cognitifs, des dispositifs pour apprendre à combler le delta qui existe parfois entre l'intention de passer à l'action et l'action réelle. Et donc plein de méthodes que vous mettez en place. Je suis désolée, on arrive un peu à la fin de cette émission. Mathieu Ozano, très rapidement, vous vouliez réagir? Je disais, on va lancer comme on a fait une consultation des agriculteurs, on va lancer une consultation des élus pour comprendre qu'est-ce qui les bloque. Nous avons hâte absolument que vous veniez nous raconter cela. Merci en tout cas, messieurs, d'avoir participé à cette émission. Et merci à Caroline Fillette pour la préparation et à François Porcheron pour la réalisation de cette émission et à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité. Prenez bien soin de vous, des vôtres et du monde. Nous nous retrouvons demain, même planète, même heure. Et dans une minute, c'est le journal sur RFI.